Bonjour à tous. Bonjour Valérie, bonjour Hortense, bonjour Sébastien, bonjour Laetitia, bonjour Barbara. Bonjour tout le monde. Voilà, je vois qu'on a quelques connectés sur le chat. Alors, comme à notre habitude, alors on en est au 4e épisode du retour des RH cette semaine. Donc, on commence à avoir nos petites habitudes de connexion. N'hésitez pas à nous faire un petit bonjour sur le chat. Ma chère collègue Barbara s'occupera de répondre à vos questions et régler vos soucis techniques s'il y en a. Alors, la plupart du temps, il suffit juste de rafraîchir la page et vous retrouvez toutes vos données. Donc voilà, n'hésitez pas à en user et abuser. Donc, je vais présenter le casting de l'épisode du jour, mais juste avant, je vais faire une petite introduction en fait sur cette thématique. Alors moi, je vais vous l'avouer, c'est un peu ma thématique préférée du retour des RH, parce que j'étais moi-même ce qu'on appelle pudiquement une résistante au changement. Je l'étais pendant la crise sanitaire où comme nous tous, en fait, on a été confrontés à une perte de repères. Et moi, j'ai pu me montrer réfractaire à certains usages, certains outils, certaines nouvelles habitudes. Voilà, donc je me dénonce en tant que résistante au changement. Et puis finalement, j'ai été étonnée à quel point en vous sondant les uns et les autres, ce sujet pouvait être finalement source de réjouissance, parce que les résistants au changement, et parfois on les appelle tout simplement les casse-pieds, permettent de changer de regard, de point de vue et réinjectent finalement de la vitalité au sein des organisations. Donc voilà, on l'a bien vu, le Covid a rebattu les cartes et ça est d'autant plus accentué ces phénomènes au sein des organisations. Donc voilà, on va en parler, mais il y a eu un choc des nouveaux usages par rapport au télétravail, au style de management, enfin voilà, sur énormément d'aspects. Donc si vous voulez rebondir, n'hésitez pas à réagir sur le chat, sur ces questions. Moi, je vais vous lancer un petit sondage et puis évidemment, je vais présenter nos invités. Hop, c'est parti. Alors, nous avons autour de la table, de la visio-table, Hortense Noiret, qui est responsable QVT indépendante, Laetitia Pierre-Émile, qui est responsable pôle conduite du changement chez la France Mutualiste, Sébastien Henriot, conseil en orientation professionnelle au Crédit Mutuel de Bretagne, et enfin mon cher Jedi Valérie Alcala, coach aux ateliers durables et formatrice en qualité relationnelle. Alors, je vais rapidement sur vos présentations, mais si vous voulez rajouter quelques mots, n'hésitez pas. Voilà, par exemple, Hortense. Oui, merci. Puis je suis ravie d'être avec vous. Moi, je suis avocate de formation et effectivement, j'ai travaillé 10 ans à France Télévisions comme responsable qualité de vie au travail. Alors, c'est intitulé responsable qualité de vie au travail indépendant parce que maintenant, j'ai monté ma structure. Mais je considère que c'est un métier justement pour pousser la qualité de vie au travail. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est tout à fait dans les cordes de la qualité de vie au travail. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Nous aussi, Hortense. Sébastien, est-ce que tu veux compléter ta présentation aussi? Tu es notre seul, représentant de la jante masculine aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. C'est gentil, merci de me donner la parole. Donc, moi, je travaille au Crédit Mutuel de Bretagne, qui fait partie du groupe Arkea, qui est un groupe de un peu plus de 11 000 collaborateurs, dont font partie Litchi et Fortuneo, par exemple. Moi, j'ai un parcours essentiellement dans le réseau au Crédit Mutuel de Bretagne, dont 10 ans d'expérience en tant que responsable d'agence bancaire. Et je travaille au RH au niveau du département du Morbihan, donc pour assurer le recrutement en CDI et le recrutement des alternants, ainsi qu'assurer leur suivi pendant leur période d'intégration. Et j'ai 2 missions transverses, je voulais juste rajouter ça. Je suis ambassadeur mixité et diversité pour le groupe Arkea. Donc, j'interviens, j'anime des ateliers qu'on appelle tous inclusifs, donc basés sur l'inclusion. Et je suis également facilitateur pour le groupe, donc sur des thématiques pour le travail collaboratif. Super, merci Sébastien. C'est un plaisir aussi. Et puis Laetitia Pierre-Émile, tu as été la première à répondre à notre invitation, si tu veux un peu compléter ta présentation. Merci de m'avoir proposé d'intervenir. Moi, je suis issue du conseil à la base dans le secteur banque-assurance. Et pour moi, c'était un sujet qui était très important puisque ces profils réticents, ce sont des leviers très importants dans la conduite du changement. Et je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec vous. Super, merci. Et puis Valérie, écoute. Moi, Donc, je suis Valérie Alcala. Je suis coach en entreprise. Je suis également formatrice, tu l'as dit, en qualité relationnelle. Je suis également sophrologue et j'ai passé 25 ans en entreprise en tant que RH dans 2 grands groupes. Ça allait de l'électronique de défense, l'industrie pharmaceutique, le secteur hospitalier. Voilà, toujours dans les RH et plutôt vers la fin dans la formation. Voilà. Et donc, je suis ravie d'intervenir toujours pour les ateliers durables parce que j'interviens depuis longtemps maintenant. Évidemment, Valérie. Écoutez, j'ai lancé le premier sondage. Alors, pourquoi cette thématique vous intéresse-t-elle? J'ai proposé 3 items.
J'ai été confrontée à cette collaboration dans mon quotidien de RH manager collaborateur. Je suis moi-même réfractaire au changement et autres. Et je vois qu'il y a 75% de réponses sur le premier item. J'ai été confrontée à cette problématique dans mon quotidien. Donc, n'hésitez pas à compléter votre réponse, surtout ceux qui ont répondu autres. Je vois qu'il y a 20%. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vais vous adresser la première question, alors à tous, qui est plus générale, mais qui sont ces résistants au changement ? On se dit que ce sont des casse-pieds, mais qui sont-ils et surtout de quoi sont-ils révélateurs ? Est-ce que ça te dirait de commencer à répondre, Hortense ? Mais oui. Bah alors oui, des casse-pieds, c'est de toute façon tout ce qu'on pense dès le début. Enfin, au début de ma vie professionnelle, en jeune padawan, on peut dire. Pour moi, dès qu'il y avait un résistant, c'était un casse-pied, quoi. Donc, hop, on faisait en sorte de pas avoir vu, d'avancer. Et quand j'organisais des ateliers, je faisais en sorte de pas inviter les résistants. Alors, de manière un peu subtile, hein, sans en avoir l'air, en fait, je conviais que des gens qui étaient enthousiasmés par le projet proposé en matière de qualité de vie au travail notamment. Donc, c'était vraiment une manière de se dire, bon, voilà, c'est des casse-pieds, on va pas en fait se retarder. Et puis j'ai un peu mûri, j'ai mûri au fur et à mesure, et j'ai commencé à voir que, en fait, en faisant ce choix de participants, mon groupe de travail était trop homogène, il était trop à ressembler au projet qui avait été proposé, et que si il y avait des résistants, c'était peut-être intéressant. Et j'ai vraiment mûri quand ça a commencé dans ma propre direction, où j'ai vu qu'il y avait des résistants à des projets innovants, et dire tiens, là il y a peut-être quelque chose à écouter. Et comme je les connaissais, ça m'a permis de me dire bon non, je laisse tomber, c'est un résistant, un casse-pied, parce que c'était pas des casse-pieds, mais ils avaient de la résistance. Donc au fur et à mesure, j'ai mûri, et puis maintenant, à force de les écouter et de mieux les connaître, je me suis dit finalement, ce ne sont pas que des casse-pieds, il faut avancer le projet. Mais je sais pas, Laetitia, t'en penses quoi, toi ? Alors, je suis d'accord avec toi, ça peut être des casse-pieds, mais ils ont des choses très intéressantes à dire, comme tu le disais, parce que pour moi, c'est une illusion de croire que quand on lance un projet, un outil, une solution, on va avoir que de l'adhésion de toutes les parties prenantes ou des utilisateurs. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller voir ces profils un peu réticents qui peuvent être un levier dans la conduite du changement parce qu'ils vont se sentir écoutés et considérés. Ils vont même pouvoir devenir des ambassadeurs du projet. Alors, pas tous, mais certains. Et donc, en termes de conduite du changement, ce n'est pas négligeable pour moi. Valérie, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que la résistance au changement, c'est un sujet qui s'invite souvent dans tes coachings ou tes ateliers ? Oui, effectivement, la résistance au changement, c'est quelque chose que je vois souvent. On sait tous que le changement est incontournable et qui fait partie intégrante de la vie des entreprises et de la vie, je dirais, en règle générale. Et je vois à quel point il peut aussi entraîner de l'excitation, il en galvanise certains, il redonne du souffle nouveau. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est ce que me rapportent certaines personnes qui ne sont pas résistantes au changement. Mais il engendre aussi, et c'est ce que moi je vois quand j'accompagne des personnes, des peurs, il engendre des angoisses, du stress, parfois même carrément des situations de crise. Et c'est vrai que en théorie, l'humain a beau savoir que tout est changement et on l'a vu et que tout bouge et que la règle c'est l'impermanence. Moi, j'observe quand même que dans l'immense résistance au changement, dans les vies personnelles et professionnelles, elle est mal vécue. Cette résistance au changement, elle se vit vraiment quand elle est subie, quand en fait le changement est imposé et n'est pas accompagné. Elle se vit vraiment. J'ai souvent vu ça comme les étapes du deuil, en fait. C'est un peu la même courbe pour moi. C'est les mêmes étapes, finalement. C'est un processus qu'il va falloir reconnaître et respecter. Voilà. Et c'est vrai que ces 2 dernières années avec la crise sanitaire, moi, j'ai vu beaucoup de coaching. Il a fallu que j'intervienne en coaching ou en formation, d'ailleurs, ou même dans les ateliers. J'ai bien vu que certaines personnes se sentaient vulnérables. Leur équilibre était constamment menacé et je les ai accompagnés sur tous les effets psychiques, physiques, émotionnels que ces bouleversements engendraient. Oui, merci Valérie. Et vous, de votre côté, pouvez-vous nous faire partager un peu dans quel contexte vous avez dû réfléchir sur ce sujet et face à quel type de situation vous avez pu être confronté ? Hortense, si tu veux. Oui, oui, il y a du vécu. Hein. Il y a du vécu, oui. Oui, il y a du vécu et en même temps 10 ans dans une grosse boîte avec un dialogue social hyper constructif, mais aussi au début qui peut être aussi un petit peu,
un petit peu fight, hein, comme dirait l'autre. Donc, là, vraiment, ça a été révélateur pour moi. On a signé donc à France Télévisions à l'époque un accord qualité de vie au travail et qualité du travail. Et en fait, cet accord avait pour objectif de mettre en place des ateliers sur des thématiques particulières. Et donc, quand on met en place un atelier, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit concret, c'est-à-dire ça soit très pragmatique et que ça soit aussi subtil dans le sens où dans le choix des participants, il ne faut pas que ça soit un atelier, la même chose comme je le disais tout à l'heure, où ça nous ressemble et puis voilà. Donc, on a mis en place des ateliers pluridisciplinaires où il y avait des acteurs de santé, des managers, des collaborateurs, des partenaires sociaux, donc évidemment des OS aussi. Et ça, c'était hyper intéressant parce que dans différentes thématiques, en fait, quand on croise le regard de chacun, on voit en fait qu'on ne voyait pas les choses de la même manière. Même si on avait un objectif commun, hein, l'idée c'était vraiment que ça fonctionne, mais leur côté aussi pour la gratter, puisqu'on peut le dire comme ça aussi, hein, de différentes personnes qui étaient dans cet atelier, a permis de faire avancer l'atelier de manière hyper pragmatique. Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Ça a été un des exemples. Et puis, ces ateliers autour de cet accord qualité de vie au travail. Et puis, j'avais mené aussi des ateliers autour du télétravail. La même chose, mais il y a un certain temps, parce que maintenant, ça paraît une évidence, mais à l'époque, bonjour, les résistances aussi qu'ils pouvaient avoir. Et c'était hyper intéressant parce que là, ça a fait progresser chacun. Chacun progresse, en fait. C'est ça qui est bien. Donc oui, ça a été deux périodes fortes, en tout cas, de mon expérience professionnelle, oui, clairement. Merci beaucoup, Hortense. Laetitia, comment vous l'avez vécu? Moi, je trouve que ce qu'a dit Valérie était très intéressant dans le sens, quand la personne a l'impression qu'elle subit quelque chose, plus elle a l'impression qu'elle le subit, plus la résistance au changement va être forte. Et j'ai des exemples quand j'étais consultante où on avait l'habitude de partir trop en solution et pas identifier les besoins des utilisateurs. Et donc, sur un des projets que j'avais mené, on devait changer un outil qui utilisait des directions depuis une dizaine d'années. Pour éviter d'aller en frontal, parce qu'on voyait qu'il y avait des levées de boucliers, j'ai plus travaillé sur les process en identifiant avec les différentes parties prenantes quel était le process actuel. Eux-mêmes ont identifié les problématiques et ont travaillé sur leur process cible. Et de là, on s'est dit, quel outil, quelle fonctionnalité on aurait besoin pour mettre en place un nouvel outil. Et en fait, d'avoir donné à ces réfractaires un positionnement dans l'équipe projet en tant que référent dans les ateliers, mais aussi référent dans l'outil qu'on aurait choisi, voire formateur auprès de leurs équipes, ça a permis aux autres utilisateurs de s'approprier l'outil et de faire baisser cette courbe de réticence au changement. Et je trouve que ça, c'est super important d'identifier ces personnes-là et de leur donner un rôle dans une équipe projet. Merci beaucoup, Laetitia. Et comment ça s'est passé dans la banque de réseau, Sébastien? Alors, dans la banque de réseau, ce qu'il faut dire déjà, c'est que peut-être que vu de l'extérieur, on n'a peut-être pas ce regard-là, mais on est en adaptation permanente, que ce soit au niveau des outils, des lois fiscales, ça change très rapidement. On le voit notamment avec des personnes qui sont absentes sur une certaine durée pour une maladie, un congé maternité, où on a besoin de les réaccompagner pour s'adapter à notre quotidien parce que le train continue d'avancer à une vitesse folle. Ça s'est évidemment accentué avec ce qu'on a connu lors de la période Covid, avec un travail à distance imposé dans un premier temps. Et après, le télétravail qui est en train de se mettre en place progressivement dans nos organisations. Ce qui n'est pas une évolution, ce qui est carrément une révolution. Qui aurait imaginé que des collaborateurs de la banque de réseau seraient en télétravail en 2022 ? Donc voilà, ça a forcément des impacts au quotidien sur nos collaborateurs. Le département du Morbihan, ça représente à peu près 600 collaborateurs et sur la soixantaine de managers qui sont amenés à faire fonctionner tout ça au quotidien. On a sur une soixantaine de managers différentes formes managériales où l'autonomie et la confiance parfois sont déjà ancrées, ou d'autres où on est plus dans je suis ton chef, comme on dirait dans Star Wars. Donc voilà, ça demande beaucoup d'adaptation en effet. Maintenant, l'idée, c'est de réfléchir, de travailler tous ensemble là-dessus et faire comprendre déjà aux RH et aux managers que c'est vraiment un challenge et aussi une opportunité d'accompagner nos collaborateurs, dont certains sont évidemment, comme vous l'avez très bien dit, des résistants au changement.
mais ça, c'est aussi la nature humaine, hein, on a peur du changement. Donc, accompagner chacun dans cette démarche-là, c'est un vrai challenge. Donc, voilà le contexte qui est le nôtre sur ces sujets. Merci beaucoup, Sébastien. Bon, on va parler d'accompagnement avec toi, Valérie. On a beaucoup travaillé ces 2 dernières années sur l'accompagnement de managers, sur ces questions du télétravail, du travail hybride. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors je rejoins Sébastien parce que effectivement c'est une des, enfin en tout cas il n'y a pas que dans son secteur d'activité, Sébastien, que on a dû travailler. En tout cas, j'ai dit. Non, je sais, mais c'est pour te rassurer sur le fait que le télétravail peut être mis en place depuis déjà 2 ans. On peut être habitué au télétravail, on peut avoir considéré que c'était vraiment un progrès, que c'était génial. Il n'en reste pas moins que moi, on m'a souvent demandé d'intervenir sur l'accompagnement des pratiques managériales en travail, enfin des équipes hybrides en entreprise, parce que c'est loin d'être une évidence. Tu parlais tout à l'heure de révolution et c'est vraiment ça. Et on s'aperçoit à quel point, enfin, en tout cas, j'ai pu constater que les managers qui fonctionnaient plutôt avant au contrôle d'une espèce de micro-management des tâches, avaient dû faire autrement et en tout cas avaient du mal à oser la confiance avec un espèce de management par objectif. Ils ont même du mal à fixer leurs objectifs. Ils fixent des objectifs très globaux. Ils ont l'impression que ça suffit, alors que quand on est en télétravail ou on travaille hybride, on sait à quel point il va falloir réviser un peu sa pratique managériale. Donc oui, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur des sujets comme la définition des objectifs précis par rapport à des objectifs plus globaux, les critères d'évaluation de l'autonomie des collaborateurs et les moyens de développer l'autonomie, c'est un peu ce que tu disais, Sébastien. Et puis, évidemment, l'adaptation des styles de management en fonction de l'expertise des collaborateurs. Et c'est vrai que certains managers ont dû vraiment changer leur style de management. Ils étaient dans un management directif. Hein, tu es mon chef, je suis ton chef. Et il a fallu oser un autre style de management plus basé sur la confiance. Donc, c'est essentiellement les dernières formations que j'ai pu mettre en place sur ce sujet. Merci Valérie. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de réactions, de questions sur le chat, mais j'aimerais vous faire partager un commentaire que j'ai eu sur un post LinkedIn que j'ai posté ce matin pour faire un peu la promotion de notre webinaire. Et j'ai eu une réponse immédiate de Barbara qui nous disait « Résister au changement peut être perçu comme une incapacité à s'adapter. Mais résister au changement peut aussi se justifier en apportant d'autres solutions, d'autres réflexions. Quel est le degré de résistance? Est-ce que c'est systématique ?» Le problème dans la résistance au changement systématique, c'est que les personnes ne sont plus adaptées à la société. S'adapter ne signifie pas être d'accord avec tout, mais s'adapter pour pouvoir continuer à vivre. Et elle cite Carl Jung, « Tout ce à quoi tu résistes persiste ». Est-ce que vous voulez réagir sur cette première réaction, du coup, hors webinaire, mais quand même qui est assez adaptée à ce dont on parle? Hortense? Oui, évidemment, je trouve ça c'est juste, c'est très juste. Et il faut garder un esprit critique. Ça, c'est certain. Donc, je pense que ça reste fondamental. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les sociétés même. Hein. Il faut toujours des résistants, hein, dans Star Wars aussi, hein, clairement. Encore eux qu'il y a des résistants pour promouvoir aussi des valeurs et autres. Donc, bien sûr qu'il faut ça. Maintenant, il faut faire attention qu'une résistance ne soit pas improductive. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui enlève l'énergie de choses à côté qui sont plutôt assez positives. Je disais tout à l'heure, moi, c'est vrai qu'on faisait des ateliers et parfois, j'avais des personnes qui, par principe, s'opposaient. Mais là, on n'avait même pas commencé à discuter. Donc là, le par principe s'opposer, c'est bien, mais il faut assez vite le dire. Bon, je le dis pour faire avancer les choses, mais je suis complètement d'accord avec ce qui est en train de se faire. Mais voilà, creusons et faisons en sorte d'affiner. Voilà. Mais il ne faut pas que ça soit vraiment à toute proposition un esprit critique, sinon c'est épuisant. C'est ça, on a une réaction de Charlotte sur le chat qui nous dit « Il faut analyser ce qui est derrière résistance, si c'est un irritant à traiter en lien avec la transformation ou un historique plus lourd. » Et c'est vrai que ça me fait penser aux ateliers qu'on organisait, qu'on organise toujours en présentiel, où il y a toujours des personnes qui essayent de mettre en question le cadre, voilà, qui essayent de poser des questions un peu en dehors, qui arrivent en retard. Enfin voilà, c'est toujours, il y a des personnes pour qui ça peut être un peu aussi une manière de réagir. Je vous ai pas fait passer la slide que j'aime beaucoup parce qu'il y a Yann Solo
voilà, qui présente un peu le chapitrage de notre webinaire. Et ça me permet de passer justement à cette partie qui est comment les transformer en alliés, en fait. Comment transformer ceux qui peuvent paraître un peu comme des ennemis, finalement, en alliés. J'aimerais bien commencer avec toi, tiens, Valérie, et parler un peu du coaching. Alors, effectivement, moi, j'aide les personnes, je vais accompagner les personnes à plutôt devenir acteurs. Et pour ça, déjà, il y a une première chose, c'est que ça me fait un peu penser à la phrase que tu as postée là de Jung et que tu disais tout à l'heure, tout ce à quoi tu résistes persiste. C'est que en fait, je commence par écouter en coaching et je pense que c'est la première chose à faire, c'est de prendre en considération tant qu'on n'a pas écouté ce que les personnes ont à dire, tant qu'elles n'ont pas raconté leur histoire, tant qu'elles ne se sont pas finalement livrées, et ben en fait on peut pas avancer. Donc tant qu'on n'a pas donné la possibilité aux différentes personnes qui résistent d'écouter, eh bien on n'arrivera pas et ça va persister effectivement. Donc la première chose que je fais, c'est que en coaching j'écoute j'écoute ce qu'elles ont à dire et puis je vais les aider à devenir plutôt acteurs, à agir pour en retirer les bénéfices et non le subir. Mais avant tout, ça ne faut pas aller trop vite, en fait, c'est ça que je veux dire. Et puis, j'aime bien utiliser aussi la communication non violente parce que c'est quelque chose que je suis formée à la communication non violente, donc je me dis que la communication non violente est un excellent moyen d'exprimer ses besoins. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Laetitia, qui parlait des besoins. Et je trouve que c'est vraiment important parce que on a les personnes qui résistent au changement, c'est forcément parce qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri, qui n'est pas satisfait. Si elles ressentent ce sentiment aussi négatif quelque part, c'est qu'un besoin n'est pas satisfait. Donc, c'est important d'entendre les besoins qu'elles peuvent avoir, de négocier. Du coup, ça va les aider à négocier certaines modalités, présenter peut-être des alternatives en fonction de ce qui est important pour soi, en tenant compte des autres. Donc, j'aime bien utiliser aussi la communication non violente qui est très aidante là-dessus, très soutenante, justement en termes de ce que je ressens, mes besoins, mais aussi les besoins de l'autre. Et on est dans cet ajustement à chaque fois des besoins des uns et des autres. Et puis, comme je suis sophrologue aussi, j'utilise aussi la sophrologie de façon plus individuelle, là, moins en groupe ou en atelier, mais la sophrologie, pour moi, c'est un bon outil pour activer des ressources intérieures. Voilà, comment petit à petit, je vais aider chaque personne à retrouver des capacités intérieures pour accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, en changeant peut-être le regard qu'elles peuvent avoir sur ce changement, en voyant les choses de façon plus positive, en essayant de modifier le regard qu'on peut avoir sur la situation. Parce que je n'oublie pas que chaque personne a son propre cadre de référence, donc il est à prendre en considération. Merci beaucoup Valérie. On a une recommandation de Tiffaine sur le chat pour une bonne réflexion sur la résistance au changement. Un super livre très éclairant. Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson. Avec la suite Sortir du labyrinthe. Je ne connais pas ces livres. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non. Eh ben, je les note. Génial. On a piqué mon fromage. Oui, le titre voilà. Interpelle. Le titre interpelle. Hortense, lors de nos discussions, tu avais parlé toi aussi d'outils. Oui, oui, alors déjà tous les outils cités par Valérie à 200%, voilà, clairement. Et vraiment, et en plus, je pense que le fait d'écouter, je reviens là-dessus, mais voilà, écouter comme tu l'as dit, hein, écouter, comprendre les résistants, en tout cas les écouter, ça fait baisser la pression. Donc ça, je pense que c'est vachement important. Il y a un outil que j'adore, hein, que je cite souvent, mais parce qu'en fait, je l'ai appliqué et puis on l'a appliqué en équipe, c'est le ProcessCom. Parce que je trouve que le ProcessCom, donc vraiment connaître un peu les mécanismes, alors sûrement beaucoup de gens le connaissent, c'est le MBTI aussi, je crois, ça s'appelle comme ça. Donc c'est vraiment une manière de mieux comprendre les autres parce qu'on comprend un peu comment ils fonctionnent en fait. Hein, je fais très très résumé. Et ça, pour moi, ça a été un déclencheur. C'est-à-dire que je trouve qu'une formation, quand on a une équipe et qu'il y a des résistants aussi, c'est bénéfique, hein, je le redis, c'est bénéfique, que ça soit dans une équipe ou dans des ateliers, mais il faut savoir aussi comment prendre les gens. Donc, parce que si on est tout le temps en frontal, on ne va pas avancer et on va s'épuiser. Si on comprend leurs mécanismes, là, c'est vraiment quelque chose qui peut faire avancer différemment en se nourrissant de tous les profils qui existent. Je veux dire, dans une équipe, on peut avoir un profil rebelle, un profil travaillomane, un profil empathique, et ils communiqueront pas de la même manière, pas au même niveau,
Donc, il faut, à ce moment-là, si on se comprend bien avec ces systèmes de processcom et autres, eh ben, ça va vraiment permettre d'avancer tous ensemble. Donc, je trouve que c'est un outil super en matière de formation. Et très souvent, d'ailleurs, je l'indique, je le propose, parce que c'est pas très compliqué et ça fait changer beaucoup de choses. En tout cas, pour ma part, ça a vraiment fait changer pas mal de choses. Donc, bien sûr, il y a aussi jouer sur l'intelligence collective. Hein. Bon, ben voilà, ça fait partie des sujets, vous l'avez un peu évoqué aussi, mais clairement, aujourd'hui, c'est une manière de travailler ensemble, c'est-à-dire de se dire, on va construire quelque chose ensemble. Même si on n'est pas d'accord, c'est sûr qu'on va obtenir à un moment un produit, quoi, voilà. Donc ça, je pense que c'est super, vraiment travailler sur ces ateliers qui font jouer l'intelligence collective avec de la facilitation. Et puis autre chose aussi que je trouve chouette, c'est des moments de convivialité. Alors, c'est sûr que dans Star Wars, on ne sent pas trop avec la résistance et l'Empire et la Force, les moments de convivialité. Mais je trouve que des moments, alors pas des moments de convivialité, le petit-déj et tout, mais on se donne des objectifs ensemble. Je pense, alors je donne un exemple que j'ai vécu. Je m'occupais d'un observatoire santé et qualité de vie au travail. Et dans cet observatoire, il y avait plusieurs membres, dont la moitié, c'était des partenaires sociaux, des OS et autres, et puis d'autres, managers, collaborateurs, RH et autres. Et en fait, bon, souvent les gens sont sur leur posture. Donc déjà, pour créer un peu d'émulation, bon, mais on arrive à faire quelque chose. Mais créer un moment de convivialité, on avait organisé un atelier de tir à l'arc. Alors c'est tout bête, hein, mais c'était hyper sympa parce qu'en plus, c'était hyper visuel avec plein de symboliques. On a tous le même objectif, la cible, le tir à l'arc, on accorde nos cordes. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'était ça. Et je me suis vraiment rendu compte qu'avec ça, en fait, on crée, avec ces moments de convivialité, les résistants qui étaient là au début, ben en fait, par le jeu, parce que c'est par le jeu qu'on arrive à quelque chose, et ben en fait, se disaient, ben tiens, c'est pas mal, et puis on se parlait, et puis on se donnait des conseils. Et en fait, on s'entraide d'une certaine manière, et même si c'était un pas décalé, ben ça a permis à cet observatoire, en fait, de beaucoup mieux fonctionner après. Parce que les résistants qui étaient, parce que parfois vous êtes membre d'un observatoire parce qu'on vous a dit, vous êtes tunnelier et basta, et ben en fait, c'était chouette parce qu'il y avait eu ce moment-là à côté qui avait entraîné qu'on était tous dans la même galaxie, entre guillemets. Ouais. Et donc, ça, c'était plutôt intéressant. Donc, il faut penser à ça aussi. Les résistants au changement, c'est qu'il faut leur proposer aussi des moments de convivialité. Merci Hortense. Muriel nous dit sur le chat, on ne parle que de lever les résistances. Ne faudrait-il pas plus accepter de faire évoluer le projet de changement? Là, on parle de dialogue, en fait. Ben, c'est ce qui va amener, alors je me permets, moi, c'est vraiment au contraire, c'est ça qui va faire évoluer le projet. C'est pour ça que je dis qu'il en faut des résistants au changement, parce que sinon c'est du béni oui-oui aussi, même si c'est plus à l'aise pour faire avancer des dossiers, quand tout le monde est un peu dans la même veine, mais il en faut, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Mais oui, bien sûr, ça fait évoluer d'avoir des ennemis initialement, entre guillemets, ça fait évoluer parce que c'est ça qui permet de donner une autre dimension et de faire comprendre aussi aux autres après, aux autres résistants, que en fait, peut-être ça peut être intéressant. Ouais. Oui, et puis souvent, quand ils sont résistants, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il faut creuser pourquoi il y a cette résistance. Et ça, c'est très important, comme vous disiez, de bien écouter, etc. Mais aussi, quand on parle accompagnement, je pense qu'il ne faut pas être dans un accompagnement global et donner du sens par population. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre méthodo à la France Mutualiste, c'est de trouver par type d'utilisateur quel est le bienfait à mettre en place cet outil, etc. Et donc, de cibler, de donner du sens avec une histoire précise pour une catégorie de personnes, bah, ça permet aussi de s'approprier le changement plus facilement. Bon. Et aussi de s'appuyer sur les managers. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais les managers peuvent aussi nous identifier qui vont être résistants ou moteurs et de pas hésiter à mixer des groupes. Surtout des gens, moi j'aime bien mixer des gens qui sont plutôt résistants avec des nouveaux entrants ou des juniors. Parce qu'en fait, ils vont pouvoir poser des questions avec leur regard neuf, naïf. Et donc, ça va permettre aussi d'atténuer cette résistance, ces problématiques, et d'être plus dans du factuel, en fait, pour moi. Bien sûr. Et Sébastien, comment vous faites, vous, de votre côté?
Alors, ce que l'on fait, nous, et moi, j'abonde dans le sens de tout ce qui a été dit, c'est un élément très, très important, c'est l'écoute, ça va sans dire. Il y a des choses qui sont faites en collectif chez nous, mais le collectif a ses limites. Ça permet de passer certains messages, mais si vous avez de la résistance lors de vos messages collectifs, ça peut vite devenir contre-productif. Et donc, il est vraiment important d'écouter vraiment en individuel les personnes. Hein, c'est tout ce qui a été dit auparavant. C'est un peu faire en sorte que les personnes puissent vider leur sac en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire que vraiment écouter, avoir une écoute active et même aller les chercher pour que vraiment ce soit que la vérité sorte au final, quoi. Pour qu'on sache si on a affaire à un résistant par principe ou s'il y a vraiment des raisons autres qui peuvent être personnelles, qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être mais vraiment intimes. Et on a besoin de ces entretiens-là. Et je dirais qu'il faut pouvoir consacrer ce temps-là. On parlait des managers également. On peut avoir des managers qui sont résistants aussi. Moi, je vois par rapport au télétravail, oui, on parlait de managers contrôleurs. Ceux-là ont plus de mal à se projeter dans le nouveau modèle. Donc là, c'est un travail du N+1, N+2, des RH également, pour écouter aussi ces personnes-là. Et ensuite argumenter, et je rejoins ce qui a été dit juste avant moi par Laetitia. C'est vraiment important aussi de pouvoir mixer, mais voilà, l'écoute individuelle pour qu'il en ressorte quelque chose. Après, notre idée, nous, c'est de prouver les bénéfices du changement. Comme je le disais, il y a des changements permanents dans toutes les organisations, et notamment dans la nôtre, pour dire que on va gagner en autonomie par rapport aux collaborateurs, on va faire grandir les managers. Donc, vraiment amener des bénéfices pour chacun par rapport à cette nouvelle organisation. Et nous, on est une entreprise commerciale, donc dire aussi que ça va dans le sens de l'entreprise parce qu'il est prouvé qu'une bonne organisation en matière de télétravail va améliorer la productivité de l'entreprise. Et je rajouterais, pour terminer, sur ce point précis, qu'il y a un volet RSE, donc qui fait partie aussi de l'argumentation, qui est importante également, quoi. Donc voilà, mais le fondement principal, c'est pour moi en effet l'écoute individuelle pour pouvoir justement convaincre en quelque sorte de ces bienfaits du changement. Et très en amont possible, le plus en amont possible pour moi, parce que parfois on va penser à ces résistants ou à l'accompagnement quelques semaines ou quelques mois avant le déploiement d'une solution, d'un outil, et là ça peut vraiment nous griller le déploiement. Alors que dès qu'on pense à l'idée du projet et donc d'aller voir ces résistants et autres profils le plus en amont possible, ça nous permet d'atténuer des problématiques qui ne nous sautent pas à la figure lors du déploiement. Complètement. On le voit, Laetitia, dans certaines fois, un applicatif ou autre, un changement important pour le quotidien de nos collaborateurs qui est subi limite du vendredi pour le mardi, quoi. Donc, on est tout à fait d'accord là-dedans. Ouais, c'est vrai, quand on a identifié assez vite les résistants et qu'on peut travailler avec eux le plus en amont possible, ça fait gagner. Parce que c'est vrai, tu le disais tout à l'heure aussi, Sébastien, mais quand on a des managers, par exemple, résistants, mais qu'après, ils sont dans enfin voilà, ils ont compris aussi le projet, puis on a fait évoluer, on peut ajuster, au contraire, il faut ajuster un projet, il faut l'entendre aussi. Ensuite, c'est vraiment les meilleurs ambassadeurs. Donc, plus on est en amont et plus on embarque tout le monde, et plus ensuite, ça se déploie à vitesse grand V, le projet, quoi. Ouais. Mais il faut oser, en fait. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est une question vraiment de peur. Hein. Enfin, je l'ai vécu aussi, hein, de se dire, oh là là, on va faire passer ça comme ça. Et en fait, non, il faut y aller. Mais ce n'est pas évident. Hein. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est recueillir les conditions d'adhésion des personnes qui résistent au changement, c'est-à-dire leur poser la question et tu accepterais, enfin, ce serait quoi tes conditions d'adhésion? Ce serait quoi ton idéal? Rarement, enfin, de toute façon, les personnes savent qu'il va y avoir un changement, donc c'est pas le changement véritablement, quelquefois qu'elles ne vont pas accepter, c'est un certain nombre de conditions. Donc, c'est leur demander, pourquoi pas, moi, j'aime bien recueillir les conditions d'adhésion. J'évite de les convaincre, en fait. Quand je participe à la conduite du changement, j'évite de les convaincre parce que, à tout prix, en tout cas, parce que je me dis, eux-mêmes, ils ne nous convaincront pas d'arrêter le changement. Donc, je vais pas les convaincre de se mettre dans le changement, mais je vais plutôt essayer de les prendre, de voir les choses autrement et de voir à quel moment elles accepteraient, sur quelles conditions, comment ça se passerait. Et ça, comme vous disiez toutes et tous, c'est ça qui va peut-être faire évoluer le projet, qui va permettre d'ajuster.
Merci Valérie. On avait une question tout à l'heure sur le ProcessCom. Est-ce que Valérie ou Hortense, vous pouvez nous en parler un peu? Parce qu'on avait 75% de participants qui ne connaissaient pas le ProcessCom. Moi, je connais pas suffisamment la ProcessCom, mais plutôt Hortense. Ouais, alors moi je ne vais pas utiliser les bons mots, hein, donc c'est pas grave, mais je vais montrer l'esprit. Non, le principe du ProcessCom, donc c'est une formation qui dure, c'est quand même 2-3 jours, hein, et le principe c'est de bien identifier quel est ton ADN entre guillemets, ce qui te motive, et ton profil. Donc il y a 6 ou 7 profils, donc il y a un profil, je disais un peu tout à l'heure, empathique, travaillomane, aidez-moi parce que je les connais très bien. Ah oui, il y a rêveur, promoteur. Voilà, rebelle, persévérant. Et persévérant. Ben voilà, ça doit être ça. Et en fait, on a une base. Voilà, ma base, elle était empathique. Et puis ensuite, on a, quelque chose dans lequel on se développe. Et donc, ça permet, donc par exemple, un rebelle, moi j'étais rebelle, ça permet de travailler avec d'autres rebelles, mais bien sûr, mais comprendre comment on peut travailler avec un travaillomane. Parce que le travaillomane, il ne va pas du tout, lui, il est vraiment hyper cadré et avec plein de process et autres. Et quand il rencontre un rebelle, ça fait un peu, oh là, dis donc, quelle est sa manière de travailler? Alors que si le rebelle sait comment fonctionne le travaillomane sait comment fonctionne le rebelle, c'est un peu schématique, hein, il y en a qui le reprochent ça, mais en même temps, ça permet quand même de se mettre dans un process, c'est plutôt ProcessCom. Et bien en fait, ça va nous permettre de ne pas faire les gaffes à ne pas faire. C'est-à-dire, voilà, un travaillomane, il ne faut pas arriver comme ça, la fleur au fusil. Travaillomane, on arrive quand même dans un projet avec déjà des bases, un cadre. Et là, ça va le rassurer. Donc le travaillomane, pouf, il va faire baisser la pression. Enfin, il va être moins dans le côté, qu'est-ce que c'est que ce plan? Voilà, maintenant, quelqu'un qui est persévérant, qui va vraiment aller, c'est une quête, hein, persévérance, c'est aller jusqu'au bout. C'est presque un guerrier qui ira, mais jusqu'à tout sacrifier, quoi. Donc, un persévérant, à un moment, il n'entendra plus ce que vous êtes en train de lui dire. Donc, il faut procéder autrement avec lui. Donc, il y a des techniques pour travailler, déjà pour identifier un peu mieux. Et puis, quand on sait ce qu'on est, ça nous permet aussi de mieux comprendre l'autre, hein, c'est toujours la même histoire. Et en fait, ça permet de travailler ensemble, mais vraiment de manière beaucoup plus harmonieuse. Ça paraît un peu dingue, et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment chouette de le mettre en place dans des équipes. Voilà, donc j'en parle de manière très vécue, mais ça, pour moi, ça a levé des choses fondamentales, ouais, vraiment. Oui, je trouve que c'est je connais mal, mais j'ai suivi une petite formation il y a très très longtemps quand j'étais RH de ProcessCom, et aujourd'hui je m'en sers quelquefois dans les accompagnements. En tout cas, je me dis, les personnes ont toujours on a besoin de satisfaire notre base, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire de satisfaire ce qui est important pour nous, les besoins essentiels que l'on a. Et si on arrive à satisfaire les besoins que l'on a, notre base finalement, on arrivera à monter dans les étages de nous-mêmes, quoi. Voilà, et à vaincre un peu les réticences au changement, les résistances, le stress, etc. À condition que dès le départ, on ait satisfait notre base. Et c'est ce que permet la ProcessCom, je trouve, c'est ce qui est intéressant. Et moi, c'est ce que j'utilise quelque part. Je dis, d'abord, on nourrit sa base. Donc, on écoute, ou si on a un empathique en face de soi, on agit d'une certaine manière. Si on a un travaillomane en face de soi, on agit d'une certaine manière. On va nourrir la base de cette personne pour qu'ensuite, il y ait quelque chose qui se pose et qu'on puisse monter dans les étages. C'est exactement ça. On en revient toujours à ouvrir son capot, en fait, quoi. Mieux se connaître pour pouvoir mieux travailler. J'aime bien la mieux se connaître et mieux connaître l'autre, celui qu'on a en face. Mais il y a quand même cette question qui revenait même pendant notre préparation, et on l'a vu aussi sur LinkedIn. Comment faire par rapport aux résistants radicaux, qui sont un peu systématiques? Grande question. Moi, je dirais que c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut entendre ce qu'ils ont à dire et surtout ne pas les éviter, hein, parce que sinon on va encore plus les radicaliser. Peut-être proposer aux alliés, parce qu'on a forcément des alliés, de montrer les succès qui sont liés au changement au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment entendre ce qu'ils ont à dire pour éviter la radicalisation, parce que ça, c'est clair que si on les évite, on fonce droit dans le mur. Il faut qu'ils se sentent considérés, hein. Vraiment, je pense, pour éviter. Alors, moi, je suis assez d'accord, mais quand même. C'est la rebelle. C'est la rebelle, voilà. C'est ça. Non, mais c'est important. Mais il y a un moment, quand même, on se rend compte qu'on a embarqué pas mal de gens
Il faut les écouter, c'est clair. On fait baisser la pression. Il faut être honnête aussi. Il faut être honnête de dire qu'on ne pourra pas changer tout le projet. On va pouvoir peut-être ajuster quelques trucs et autres. Mais il y a un moment, il y a quand même beaucoup de gens qu'on a embarqués qui croient. Et voilà, quand il y a vraiment le côté radical, un radical, après, on n'arrive plus à le convaincre de quoi que ce soit. Je suis d'accord, il ne faut pas non plus essayer à convaincre à tout prix. Mais si on n'arrive même pas à l'embarquer et que la navette spatiale, elle part pas, quoi, et que ça retarde parce qu'il y a quelques irritants, mais qu'on n'arrive vraiment pas à embarquer, bon, à un moment, il faut dire, on a entendu, ok, mais là, on vous prévient, on y va en fait. Donc, vous embarquez pas. Mais si vous embarquez, ça nous permettra aussi d'ajuster, d'aller peut-être dans des directions qu'on n'avait pas prévues initialement, mais on y va, quoi. Voilà. Donc, je pense que il faut les résistants, c'est très bien au changement, c'est très bien, mais à un moment, il faut que le changement ait lieu. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, une notion qui est très importante pour moi, c'est la confiance et la transparence. Parce que quand tu y vas en disant, on t'a entendu, on comprend ce qui ne va pas, mais on ne pourra pas faire autrement, c'est différent que de ne pas du tout les écouter et d'y aller en force en les mettant de côté. Et des radicaux vont être moins dans le fight et dans le lever de bouclier quand ils savent que on les a écoutés et qu'on a été transparent avec eux aussi. Donc je pense que c'est une notion qui est importante pour moi aussi. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Ça a été dit, mais il faut évidemment pas les fuir. Il faut avoir une écoute au moins aussi importante qu'avec les moins radicaux, je dirais, peut-être même plus importante. La transparence, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là, mais comme disait Hortense, bien leur faire comprendre aussi que c'est le sens de l'histoire, quoi. Par exemple, quand on a des développements informatiques ou via le digital, on ne pourra pas aller contre, quoi. Et ça s'est vu dans chaque organisation, ça c'est important. Après, nous, on essaye aussi, ça a été dit auparavant, de faire témoigner des pairs qui peut-être étaient réfractaires ou pas d'ailleurs, mais pour qu'ils voient justement les bénéfices mutuels que ce changement peut apporter. Et après, comme tu disais Hortense, le train va avancer avec ou sans eux au final. Merci beaucoup Sébastien. Merci à tous pour tous ces axes de réflexion. On a une question un peu rituelle pour nos épisodes du retour des RH, c'est la partie futuroscope. Qu'est-ce qu'on se souhaite en fait pour le travail de demain ? Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse justement ? Est-ce que vous sentez une âme de prospectiviste en ce midi ? tous ensemble. C'est ça. Alors, ce qu'on se souhaite, c'est évidemment que chaque projet appelle à l'intelligence collective. On revient toujours là-dessus, mais franchement, c'est comme ça, tous ensemble, qu'on construit bien. Donc, c'est important. Et puis surtout, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, moi, je souhaite que ces résistants ensuite deviennent des ambassadeurs. On a gagné, quoi. C'est vraiment la phrase, on aura gagné quand ? Mais quand les résistants deviennent eux-mêmes, ont compris le sujet, on a fait bouger le sujet ensemble et deviennent des ambassadeurs, alors là, c'est du pain béni, quoi, parce que c'est hyper bien. Et puis, c'est pour celui qui pilote le projet, waouh, ça fait des... Ça y est, on est en mode plus croisière, quoi, voilà. Donc, c'est ça que je souhaite, que chaque projet soit discuté, en fait, avec ceux, évidemment, qui sont en résistance, mais qu'ensuite, eux-mêmes deviennent des ambassadeurs. Là, c'est super. Alors, moi, en tant que coach, je rejoins ce que tu dis, Hortense, c'est que le changement soit accompagné, c'est-à-dire que vraiment on aide, on accompagne le changement, parce que c'est un processus qui est semblable, je le disais tout à l'heure, à un processus qui est le processus du changement, du deuil, et il peut pas être accepté par tous en un claquement de doigts, donc voilà, futuroscope, je dirais, comme Maître Yoda, le changement toujours tu accompagneras. Oh, c'est beau. Merci Valérie. C'est beau, hein. Il fallait que j'essaye. Mais oui, tu l'as fait. Voilà, il fallait que chacun place une petite citation de la guerre des étoiles. C'est placé pour la majeure partie d'entre vous. Merci. Sébastien, est-ce que tu vas réussir ce miracle ? J'en avais noté une autre. Oui. Mais c'est pas grave. Bon, après le futur, j'avais dit. L'idée, c'est que le changement bénéficie à chacun. C'est-à-dire que dans le futur, la qualité de vie au travail soit encore meilleure pour chacun et qu'en parallèle, la performance de l'entreprise soit aussi améliorée. Et comme l'aura dit Maître Yoda, je vais la dire quand même, demain, heureux tu seras avec ces changements.
Ah, ça pourrait être une très belle conclusion. On vous laisse vous poser des questions sur le module de chat. Je sais que c'est la pause de midi. C'est toujours un peu compliqué d'être dynamique à ce moment-là. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Il peut nous rester encore quelques minutes sur le sujet. Et c'est vrai qu'il faut profiter aussi de l'expertise de nos invités et de votre expérience surtout. Parce que c'est vrai que vous avez tout de suite répondu à notre... voilà, moi, à mon invitation et je vous en remercie. Évidemment, je vous en remercie. On a répondu aussi parce que je trouve que c'est un sujet qui est pas toujours évoqué. Voilà, on parle souvent d'accompagnement, on essaye d'accompagnement ceux qui y vont, mais il n'y a pas toujours cette résistance au changement, il n'est pas toujours évoqué. Et il est aujourd'hui, il est hyper important. Je parlais de transparence tout à l'heure, parce qu'on a aussi l'aspect un peu intergénérationnel, où là, les jeunes ne sont pas obligatoirement résistants au changement, mais ils ne comprennent pas obligatoirement que d'autres le soient. Et donc, souvent, en tout cas, moi, j'ai rencontré ce genre de situation où des plus jeunes qui disent, bon, là, attends, on y va, et puis on n'embarque pas. Je dis, mais si, il faut embarquer tout le monde, parce que sinon, notre projet, s'il n'intègre pas tout le monde, ça ne fonctionnera pas. Donc, dans le maximum de ce qui peut être fait. Donc, je trouve que oui, je trouvais que le sujet, en tout cas, était un peu décalé, ça fait du bien. Avec Valérie, on propose souvent cet atelier, ces derniers mois, qui est travailler face à l'incertitude sous forme de webinaire, qui est très apprécié en fait, parce qu'il propose justement ce moment de réflexion et pouvoir faire participer justement à la fois les personnes qui s'adaptent plutôt bien et ceux justement qui ont des difficultés à avoir ce moment de réflexion collective toujours bien accueilli. C'est une prise en considération du facteur incertain qui est aussi stressant. Parce que, je veux dire, il faut aussi accueillir les émotions que l'incertitude peut générer. Hein. Alors, c'est marrant, on a plusieurs réactions sur le chat sur une même interrogation. Et quand les résistants au changement sont les dirigeants? Et est-ce que vous avez des préconisations lorsque c'est le manager qui est résistant au changement? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a des managers qui sont réticents. Donc c'est le travail des managers. On a souvent un manager au-dessus de nous encore. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Et là, les RH, je pense, peuvent également intervenir pour ces problématiques-là. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les RH qui peuvent faire intervenir des intervenants extérieurs aussi, comme des coachs. Souvent, on arrive en accompagnement de dirigeants qui ont du mal à se faire à une idée. Je pense au télétravail, par exemple. J'ai vu des entreprises qui étaient franchement totalement opposés au télétravail au début et qui ont été forcés d'y rentrer, mais on est venu aussi les accompagner. Ouais. L'exemple du télétravail, c'est vrai, Sébastien, tu le citais aussi tout à l'heure, mais le manager résistant au télétravail qui n'a pas compris et qui vraiment, puis là, il peut résister, parce que c'est pas une obligation, donc un mode d'organisation comme celui-là, c'est lui quand même qui met le cadre. Et là, ça pose vraiment un problème parce que cette résistance-là qui est quand même ancrée, parce que le télétravail, il y a eu tellement dans l'esprit de beaucoup de managers, il y a plus le mot télé que le travail. Non, mais donc c'est extrêmement dur. Enfin, pour moi, ça a été la pandémie a aidé, en fait, d'une certaine manière, mais qu'est-ce que ça a été dur avant 2015 d'essayer de proposer ça. Et même avec tout ce qu'on voit comme aussi bien fait, et pas que bien fait, mais qui peut avoir, il y a encore des managers qui sont hyper résistants à ce changement-là, alors que c'est vraiment une question pour moi de survie de leur direction, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un autre sujet, mais il y en a plein qui n'iront plus dans des directions où il n'y a pas de télétravail proposé, quand c'est possible de télétravailler son métier. Donc, je pense que cette résistance au changement, il faut effectivement l'accompagner, bien la déceler, parce que parfois, elle est larvée, on ne l'avait pas vue, et ensuite, ça peut être vraiment vital. Donc, je pense qu'il est très important d'accompagner ça. Ouais. Et en tant que responsable projet, ne pas prendre tout le poids du projet tout seul sur ses épaules. Que l'idée d'avoir, quand on est face à des résistants haut placés, ne pas hésiter à aller prendre des gens qui sont de l'extérieur et qui vont pouvoir porter la même parole que nous, mais avec un avantage qui ne sont pas dans la boîte. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi à accompagner. Tout à fait. Ce qui répond partiellement à la réaction sur le chat de Magali, même si c'est le grand patron qui ne voit pas la nécessité du changement, alors que cette résistance au changement peut nuire à sa propre société. Clairement.
Oui. Donc, peut-être des exemples donnés. Moi, souvent, je procède aussi comme ça en disant, c'est pas frontal, mais disant, ah, mais là-bas, ça se passe comme ça. Donc, ça permet, puisque c'est pas frontal, avec le petit pas décalé, de faire découvrir d'autres choses, en fait, et d'éveiller un peu l'esprit sur d'autres choses. Donc, c'est une manière aussi de faire, parce qu'un résistant, il ne faut pas le prendre en frontal, hein, ça, c'est certain. Ouais. Et comme disait Charlotte, il ne faut pas oublier que les managers sont aussi des salariés et eux aussi doivent traverser leur courbe. Si ce sont des relais, il faut les équiper. Ça recroise ce que disait Sébastien. Et surtout qu'après, c'est eux qui vont donner l'image à leur équipe. Donc, il faut vraiment être très attentionné auprès de ces managers-là. Tout à fait. Eh bien, merci. Merci à tous. Alors, j'ai cette réaction de Tiffaine aussi. La seule certitude dans la vie, c'est l'incertitude. C'est ça. Envie de répondre, on a envie de répondre, surtout en ce moment. Je profite de ce moment pour pour parler de demain aussi. On a une thématique qui peut vous intéresser, qui recroise aussi un peu celle d'aujourd'hui, puisqu'on parle des managers. Souvent, les managers sont une question qui est souvent sous-jacente à beaucoup de nos thématiques, et on en dédie en fait un épisode, Lost in Management, comment secouer ma culture d'entreprise. Et on a un casting aussi très, très intéressant avec Christophe Desproges, notamment, qui fait partie du club des burn-outés bienveillants. Céline Dekili, qui est DRH chez Live Nation. Je ne sais pas si vous connaissez Live Nation, mais c'est ceux qui organisent des concerts à l'international. Donc, ils ont été très impactés, évidemment, par la crise sanitaire. Et Virginie Rialan, qui est coach en interne chez Harmonie Mutuelle. Donc, qui, justement, infuse le coaching en interne au sein de son organisation. Donc, voilà, petite promo, c'est moi qui organise aussi ce webinaire demain, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Écoutez, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Merci à tous mes invités, merci à Valérie, Hortense, Sébastien, Laetitia et Barbara, qui a aussi animé le chat. Je vous souhaite un très bon déjeuner. On vous a confisqué un peu de temps pendant le déjeuner à tous. Je m'en excuse, et demain, ce sera à 11h30. Merci à tous. Merci. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.